Salut, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat sur le grand rendez-vous. Aujourd'hui, nous abordons la question du citoyen, son rôle dans la société, ses rapports avec la paix. Ailleurs, on vous dira que l'engagement citoyen fait naître l'espérance et que cela a un lien indéfectible avec la paix. À l'échelle nationale, oui, chez nous au Bénin, qu'en est-il? Grosse question sur nos différents plateaux et avec nos invités, nous ferons un état des lieux. Merci d'être avec nous. Les points de vue sur le sujet dans un petit instant avec nos chroniqueurs et débatteurs. L'éditorialiste présentera le sujet sous son angle à l'ouverture des débats. Le citoyen, le pain et la paix pour faire triompher le Bénin, nous dira Omar Salouf. En toute franchise, reçoit deux citoyens. L'un est historien, il est un habitué de ce plateau, et l'autre est chercheur en humanité classique. Ils auront à se prononcer sur le rôle du citoyen dans la construction d'une société de paix. Mais bien avant, nous entendrons un consultant dans l'œil de l'expert depuis Paris. Nous aurons l'éclairage de Michael Dossou sur la contribution du citoyen à l'édification d'une communauté où règne la paix. L'invité au téléphone est le secrétaire général de l'ONG Nouveau Type de Citoyens. Restez avec nous et tout de suite, notre traditionnel tour de découverte de certaines institutions et organes clés de la République, suivi de la revue de l'actualité. C'est la météo politique avec Alberto Mardochegoun. Alberto Mardochegoun, bonsoir. Bonsoir, Christian Dadédia, amis téléspectateurs, bonsoir. Vous nous proposez de faire une descente à la Sénat ce soir et nous voici dans les couloirs de l'organe en charge de l'organisation des élections au Bénin. Exactement. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la Sénat qui est un organe administratif et indépendant qui est chargé de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats des élections au Bénin. Comme vous venez de le dire, l'institution créée en 1995 a pour principal rôle de renforcer le processus démocratique au Bénin. La Sénat suit donc les scrutins pour qu'il soit libre, transparent et crédible. Son siège est à Cotonou et c'est de là que sont coordonnées toutes les opérations électorales sur l'ensemble du territoire béninois. Allons à présent découvrir les missions. Que devons-nous retenir? La Sénat a plusieurs missions clés. D'abord, elle s'occupe de la préparation et de l'organisation des scrutins. À ce niveau, elle assure que tout le matériel électoral est prêt et que le personnel est formé pour le jour J. Ensuite, elle supervise les opérations de vote. À ce niveau, elle veille au bon déroulement des élections dans tous les bureaux de vote. L'une des missions clés également de la Sénat, Christian Dadédian, c'est la centralisation et la publication des résultats provisoires. Après le vote, elle collecte les résultats et les publie de manière transparente. Et puis, la Sénat aussi a comme mission clé la formation des agents électoraux. Elle organise des sessions de formation pour garantir que le personnel électoral est bien préparé. Et puis enfin, la Sénat a pour mission l'information des citoyens. Elle sensibilise et informe les électeurs sur le processus électoral et leurs droits. Voilà, l'institution, depuis sa création, a traversé le temps et d'ailleurs, elle a fait l'objet de grandes réformes ces dernières années. Justement, d'abord, il faut rappeler que la Sénat est devenue permanente depuis juillet 2014. Elle est dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière à travers le vote et la promulgation de la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013. À la faveur des récentes réformes politiques et électorales, conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 2019 portant code électoral, des innovations majeures sont apportées et font désormais justement de la Sénat un organe composé de deux instances. Le Conseil électoral composé de 5 membres nommés pour un mandat de 5 ans non renouvelable et la Direction générale des élections DGE qui est un organe technique. Le président du Conseil électoral est le président de la Sénat. Saka Lafia occupe ce poste donc et Abou Adam Soulé dirige
supervise la direction générale des élections. Et avec qui la Sénat travaille-t-elle? La Sénat collabore avec diverses institutions pour assurer le bon déroulement des élections dans notre pays. D'abord, le gouvernement, notamment le ministère de l'économie et des finances pour le financement et le ministère de l'Intérieur pour la sécurité lors des scrutins. La Cour constitutionnelle, elle valide les résultats définitifs des élections et traite les contentieux électoraux. Les partis politiques, la Sénat interagit avec eux pour l'enregistrement des candidatures et la supervision des campagnes. La société civile et les observateurs internationaux, ils participent à l'observation des élections pour en garantir la transparence totale. Et en cas de litige, quels sont les recours possibles? En cas de contestation des résultats ou d'irrégularités constatées au cours des élections, les candidats ou partis politiques peuvent déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Celle-ci examine les plaintes et peut, si nécessaire, annuler, modifier ou valider les résultats dans certaines circonscriptions de notre pays. Alberto Mardo-Chegunou, merci pour ces précisions. Parlons à présent de l'actualité ces derniers jours, comme vous nous en avez donné l'habitude sur le grand rendez-vous. Oui, on va commencer par la CEDEAO. Oui, exactement. Amadou Diongue, représentant résident de la CEDEAO Bénin en visite à la Sénat en début de la semaine, a récemment réaffirmé l'engagement de l'organisation sous-régionale à accompagner le Bénin dans la préparation, l'organisation et la tenue des prochaines élections. Cet engagement reflète la volonté de l'instance sous-régionale de renforcer les institutions démocratiques et les processus électoraux dans tous ses États membres. Vous nous emmenez dans la commune d'Abomey-Calavi. On rappelle que c'est une ville à statut particulier et cette commune fait parler d'elle dans l'opinion. La décision communale de suspension du chef de l'arrondissement de Glodjibé fait écho dans l'actualité. Oui, Gilbert Setondi Bokor a été suspendu. On lui reproche d'avoir critiqué publiquement le gouvernement du président Patrice Talon sur un forum interne réservé aux conseillers communaux. Cette décision a suscité diverses réactions dans l'opinion partagée entre défense de la liberté d'expression et respect des obligations d'appartenance politique et administrative. La session huis clos s'est tenue à l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi sous la conduite du maire Angelo Awandino. Un ouvrage qu'il faut parcourir et je le conseille à beaucoup. Il s'agit des mémoires de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Vers le miracle béninois, c'est le titre. Christian Daridian, dans cet ouvrage, l'ancien président du Bénin, le premier du renouveau démocratique, partage son expérience du pouvoir et de la démocratie. Il y aborde les défis de la transition démocratique, la lutte contre la corruption et l'identité culturelle du pays. Le lancement de l'œuvre s'est fait le 27 février à Cotonou en présence de plusieurs personnalités, des amoureux du livre et de la lecture. La marche vers les élections générales de 2026 et la présidentielle surtout, où en sont les formations politiques? L'élection présidentielle est prévue pour le 12 avril 2026 avec une clôture des candidatures fixée au 11 octobre 2025. Bien qu'aucun parti n'ait encore officiellement désigné son candidat, les tractations en coulisses ont déjà commencé. On attend de voir quels seront les 4 qui sortiront des états-majors des partis qualifiés pour prendre part à ce scrutin. Et puis les démocrates, eux, ils dénoncent une injustice sous influence, et intensifient leur mobilisation de terrain. Exactement. Le parti d'opposition, les démocrates, a récemment dénoncé un durcissement du code électoral et une justice qu'il estime sous influence. Dans un communiqué officiel, le parti a exprimé ses préoccupations concernant un recul démocratique préoccupant. Parallèlement, les démocrates ont intensifié leur mobilisation en multipliant les rencontres avec leurs militants et sympathisants à travers le pays, travaillant à la formation de nouvelles alliances stratégiques et à l'identification de futurs candidats pour les différentes échéances électorales.
électorale. Et nous voilà à la fin de cette rubrique La météo politique, mais avant de vous laisser partir, Mardoché Gounou, jetons un œil sur la carte politique du Bénin selon les informations de ces derniers jours. Exactement, Christian Dadjana. Sur le front de l'UPR, le temps est à la mobilisation avec un vent de formation qui souffle sur les militants, signe d'une stratégie qui se met en place pour 2026. Le bloc républicain, lui, affiche un ciel dégagé avec quelques bourrasques de réorganisation en interne. Quant aux Foscori, pour un Bénin émergent, elle semble naviguer entre accalmie et ajustement stratégique pour se positionner. Le climat politique reste donc instable avec une pression électorale qui commence à monter. Restez connectés, les tendances pourraient vite évoluer. Merci à vous, Mardoché Alberto Gounou. À très bientôt pour un nouveau bulletin de la météo politique sur le grand rendez-vous. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Eh bien, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Dans un petit instant, ça sera les points de vue, à commencer par l'édito du jour. Eh bien, retour plateau avec nos chroniqueurs déjà installés. C'est la rubrique Les points de vue. Cher monsieur, bonsoir. C'est Juno Lokosu. Bienvenue. Merci, bonsoir à Christian, bonsoir à tous. Journaliste, chroniqueur politique. Merci de répondre présent à notre invitation. Gabin Goubi, journaliste, rédacteur en chef du journal Le Matinal. Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être là, bienvenue. Nous sommes également en plateau avec Delphin Gagana. Bonsoir Delphin. Bonsoir Christian, bonsoir au plateau. Vous êtes citoyen, observateur et analyste des faits sociopolitiques. Merci de répondre présent à ce plateau. Marsalouf, notre éditorialiste, notre chroniqueur, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Allez, dites-nous d'entrée ce qu'est un citoyen. Le citoyen, c'est une personne qui jouit dans l'état dont il relève des droits civils et politiques. Mais en même temps qu'il jouit d'une multitude de droits, il a aussi des devoirs vis-à-vis de ses semblables, de sa communauté et de l'État. Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais également des devoirs tels que respecter la loi et les valeurs de la République comme la fraternité, la justice, la liberté, l'égalité ou la laïcité. Et c'est justement à ce niveau des droits et devoirs que le concept de la paix prend son naissance. Et en quoi le citoyen contribue-t-il alors à la paix dans son pays ? En jouissant de ses droits, il faut faire ses obligations. Le sage dira qu'il ne faut pas attendre de jouir de la plénitude de ses droits avant de s'acquitter convenablement de ses devoirs. Car bien remplir ses devoirs, c'est aider à l'édification d'une société forte, cohérente et paisible. Je suis un honnête citoyen béninois épris de paix et de justice sociale. Combien sommes-nous à pouvoir reprendre ce bout de phrase sans gêne et en toute honnêteté? Que faisons-nous pour promouvoir la paix et la tolérance autour de nous? L'absence de guerre n'est pas que synonyme de paix. La paix apparente n'est pas la vraie paix. La paix sans le pain n'en est pas une. La paix profonde et durable, c'est la paix financière, économique, politique, sociale, environnementale, la paix sous toutes ses formes. Il revient donc à chacun de nous d'assurer autour de lui cette paix durable. Voyons vers les élections générales de 2026 qui approchent à grands pas. N'est-ce pas une zone de turbulence où la paix pourrait être compromise? Oui, une nouvelle fois, notre pays se prépare à amorcer un tournant décisif de son histoire. Après l'exploit mémorable de la conférence des forces vives de la nation de février 90, les regards du monde sont braqués sur le Bénin à chaque élection. La particularité de 2026, c'est cette première expérience d'élection générale pour l'alignement des mandats. Les enjeux politiques sont donc énormes et des dissensions et même des oppositions profondes mettant en péril le vivre ensemble peuvent rapidement naître. Il faut donc rester éveillé, que l'on soit citoyen lambda, société civile,
pouvoir public ou parti politique. Il ne s'agit pas simplement de chanter les slogans de paix, il faut davantage en faire la promotion à travers les actes de tolérance. Au-delà de la politique et de la conquête du pouvoir, il faut faire triompher le Bénin. Et voilà, c'était donc l'édito L'œil de notre éditorialiste sur la question de citoyens, de citoyenneté et de paix. Cher monsieur, le débat est ouvert. Je commence par vous, Delphin Gagana. Quelle est votre lecture de la posture de citoyen dans un État? À travers la chronique, je pense qu'on peut retenir qu'un citoyen a l'obligation de respecter les droits et a des devoirs à accomplir. Donc c'est sûr que c'est dans l'accomplissement de ces devoirs et le non-respect des règles régies par peut-être le pays que ça peut amener peut-être des conflits ou d'autres choses. Et non seulement ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un dosage assez basique vraiment équilibré pour que celui qui veut faire respecter la loi ou celui qui veut appliquer la loi n'amène pas ne soit pas amené c'est-à-dire à dépasser la limite qu'il faut pour que celui sur qui il veut appliquer la loi se sent dérangé. Donc du coup, il faut qu'il y ait un équilibre pour que la paix règne. Oui. Je pense que, comme l'a dit le chroniqueur, d'abord pour parler de citoyen, le citoyen pour faire en français facile, c'est l'habitant d'un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? C'est un état dans lequel les libertés individuelles et collectives sont non seulement connues et reconnues, mais aussi surtout respectées et garanties, on va dire ça comme ça. Donc quand on fait cette clarification sémantique, on pourrait dire que le citoyen dans un état de droit, c'est quelqu'un qui respecte non seulement ses droits, et qui respecte également, qui sait qu'il a également des devoirs à accomplir dans cet état-là. Et donc je pense que quand on parle de citoyen, il faut qu'il y ait des cadres dans lesquels ce citoyen puisse exercer ses droits et ses obligations. D'où l'état de droit dans lequel il y a un droit positif, c'est-à-dire l'ensemble des textes de loi qui régissent les rapports de ces citoyens avec son état. Et donc il faut qu'on lui donne la possibilité de le faire. Le fait, c'est qu'il y a des lois qui ont été votées, il y a un État qui respecte ses attributs, il y a la population, il y a le pouvoir politique, il y a tout ce qu'il y a pour permettre aux citoyens d'exercer ce droit-là. Et donc, je pense que être citoyen, c'est rester dans un état de droit, c'est accorder le bien-être à ce citoyen pour respecter son droit. Ne demande pas à quelqu'un qui forcément n'a pas mangé de toute la nuit et de toute la journée et qui allait voler du pain de dire qu'il doit respecter le droit, c'est-à-dire ne pas causer du tort à autrui. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut un minimum de bien-être pour que le citoyen soit un vrai citoyen. En dehors du bien-être, il y en a qui ne respectent pas les textes de loi. Et donc, ceux-là sont de mauvais citoyens. Quand vous ne respectez pas les lois, vous êtes de mauvais citoyens. L'obligation à la chose qu'on s'est prescrite est liberté, j'irai chez Jean-Jacques Rousseau. Donc, il y a des textes de loi qui régissent un certain nombre de rapports du citoyen avec l'État central. Et donc, quand on est dans un État de droit, on sait qu'on est citoyen, on respecte les textes pour ne pas avoir à enfreindre les lois. Quand vous enfreignez les lois, on vous applique le test. On vous écoute, Gabin Goubi, pour votre première prise de parole sur... le sujet. Je pense que le décor a été déjà très bien planté, d'abord à travers la chronique et à travers l'intervention de ceux qui m'ont précédé. Le fait d'être reconnu comme citoyen, je vais dire, c'est un privilège parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient bien voulu se revendiquer d'un État, mais qui ne sont pas ce qu'on appelle véritablement des apatrides. Donc quand vous êtes reconnu par un État et que vous êtes citoyen de cet État-là, c'est en quelque sorte un privilège parce que vous jouissez des droits qui sont établis dans cet État, mais également vous avez des devoirs à accomplir vis-à-vis de cet État-là. Et parfois, la consécration de vos droits est tributaire, n'est-ce pas, du respect ou de l'accomplissement de vos devoirs. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous sachiez comment est-ce que vous allez décliner ou opérationnaliser ou donner corps véritablement au respect de vos devoirs ou à l'accomplissement de vos devoirs avant, n'est-ce pas, de revendiquer les droits dont vous pouvez vous prétendre ou vous prévaloir titulaire. Donc,
c'est important également d'insister dessus. L'État a aménagé un certain nombre de privilèges garantis d'ailleurs par notre Constitution, le droit à la religion, à l'appartenance à une formation politique, le droit également de vote, le droit la libre circulation, le droit de circuler librement dans son pays, pour autant que vous n'êtes pas banni, vous n'êtes pas réprimé, le droit également, n'est-ce pas, d'avoir une vie privée. La liberté d'expression. Il a rappelé tout, mais il y a également des devoirs que l'État vous doit, assurer un minimum de bien-être, créer les conditions pour que vous exercez pleinement vos devoirs dans un environnement plus ou moins pacifique, que vous ayez quand même le privilège de participer peut-être à l'animation de la vie politique, vous ayez le droit d'appartenir à une formation politique, le droit même de voter, c'est-à-dire de participer au libre choix de ceux qui sont censés vous gouverner. Tout ça, ce sont des devoirs que l'État véritablement peut encadrer au cas où il y aurait, n'est-ce pas, des circonstances ou des actes qui vous seraient reprochés et qui ne permettront pas à l'État, n'est-ce pas, de vous consacrer la reconnaissance de ces droits. Alors, vous êtes revenu de part et d'autre sur les droits, les devoirs du citoyen. Est-ce que vous pensez qu'il y a un certain équilibre entre les droits et les devoirs du citoyen dans un État, dans une république, un peu comme la nôtre? Il n'y a pas toujours l'équilibre. Il n'y a pas toujours l'équilibre. C'est pourquoi j'ai rappelé qu'un sage penserait qu'il ne faut pas attendre de jouir totalement de ses droits avant de faire ses devoirs. Dans une communauté, par exemple, où il n'y a pas une communauté enclavée, un village enclavé où, normalement, la population a le droit à avoir l'électricité, à avoir l'eau potable, à avoir tout ce qui est vital. S'il n'y a pas tout ça dans une communauté, ça ne veut pas dire qu'il faut s'abstenir de faire ses devoirs vis-à-vis de cette même communauté. Et donc l'équilibre n'est pas forcément, n'est pas totalement, n'existe pas dans tous les cas. Pourtant, un bon citoyen doit s'efforcer au jour le jour à faire ce qui est de son devoir, tout en espérant, tout en attirant l'attention des pouvoirs publics sur ses besoins, sur ses droits et sur ce qu'il lui faut pour rester dans la plénitude, pour vivre la plénitude de son état de citoyen. Et donc, le pays ou bien les gouvernants même en sont conscients. Ils savent que la couverture en eau potable n'est pas à 100% au Bénin. Ils savent que la couverture en énergie électrique n'est pas à 100%. Ils savent qu'il existe encore des villages très enclavés. Ils savent qu'il n'y a pas tout partout. Pourtant, ils réclament qu'il faut être conscient du fait que, en tant que citoyen, nous ne devons pas enfreindre aux règles. Ce n'est pas parce que dans mon village, il n'y a pas ce que je veux que je vais me permettre d'aller faire des choses peu orthodoxes, d'aller me mettre à violer la loi. Et donc, ce n'est pas toujours le cas, mais en tant que bon citoyen, il faut s'efforcer à faire ce qu'il faut faire pour que, in fine, il y ait la paix. Parce que c'est en allant au-delà de ce qui doit être fait que la paix est compromise. Alors, justement, on est en train de parler du citoyen. Vous l'avez d'ailleurs rappelé dans votre édito tout à l'heure, en rappelant que nous sommes en train d'aller vers les joutes électorales très bientôt. Le citoyen, il doit savoir, il doit connaître ce qu'est ses droits, c'est quoi ses devoirs, mais en les assumant, il ne doit pas compromettre la paix. Un peu comme il vient de le dire Omar Salouf. Alors quel est le rapport, quel est le lien entre le citoyen et la culture, la préservation de la paix, selon vous? Oui, le lien est tout simple. Le citoyen sait déjà que, en étant dans un état de droit, il y a un certain nombre, il y a un corpus juridique qui est dans cet état-là. Et l'état de droit, c'est un état qui est gouverné par les lois. Ce n'est pas par les hommes, ce sont les lois. Même tout ce que les hommes font au sommet, nos dirigeants font au sommet, sont régis par les textes de loi. Et donc, quand c'est ainsi, le citoyen comprend que quand il exige des droits, il y a des devoirs à côté. C'est-à-dire quoi? C'est pas parce que ma rue n'est pas asphaltée que je vais dire à partir d'aujourd'hui je ne paie plus l'eau, je ne paie plus l'électricité. Ça, ce n'est pas possible. Et donc il faut le faire. C'est toute une programmation, c'est une politique qui est mise en place et qui prendra en compte ma rue, peut-être
aujourd'hui ou demain, pas demain, le lundi qui vient, mais ça prendra en compte ma rue. Et donc ça ne me donne pas le droit de dire, parce que la rue de Oumar Salou fait asphalter, je vais l'empêcher de sortir de sa rue, parce que moi, ma rue n'est pas asphaltée, c'est pas ça. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et donc, le lien est que quand tu es dans un État régi par les lois, tu respectes les tests. En respectant les tests, tu prônes la paix. Parce que la paix, c'est pas forcément l'absence de guerre. La paix, c'est le fait d'instaurer soi-même un climat qui favorise le vivre ensemble. Parce que c'est surtout ça. Il faut le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas forcément les dirigeants actuels qui doivent forcément instaurer le vivre ensemble. Le vivre ensemble est là parce que l'État est là. Le vivre ensemble est là parce qu'il faut quand même des actes que chacun et tous puissent poser pour instaurer ce vivre ensemble-là. Il faut que les politiques de développement puissent prendre en compte les différentes zones du pays. C'est-à-dire, si je prends le cas du Bénin, il faut que dans les 77 communes, que les populations sentent que l'État est là, l'État est présent. Il ne faut pas que à Karimama ou à Bodekali, Madekali, que les gens sentent que l'État n'est pas là. Donc quand c'est comme ça, ça compromet la paix. Donc la paix, c'est vrai, ça vient du citoyen, mais ça vient également de l'autorité qui est là. Et donc il faut que l'autorité puisse marquer sa présence, puisse montrer qu'il est là, et que les populations puissent savoir que, ah oui, si je fais quelque chose, il y a une autorité derrière moi. La peur du gendarme est le début de la sagesse. Donc, s'il y a l'absence de gendarmes dans des zones, nous sommes des humains, on peut dire, bon, je viole rapidement et puis je reviens. Donc, je pense que la paix, c'est vrai, ça doit être instauré par les gouvernants, mais il faut que dans l'esprit de chacun de nous, il faut tailler les barrières de la violence, il faut instaurer la paix. Et ça passe par l'éducation au niveau de la cellule familiale et au niveau également de l'école. Il faut qu'à l'école, qu'il y ait des programmes de formation qui montrent aux citoyens qu'en accomplissant ses devoirs, il faut quand même respecter un certain nombre de choses. Il faut respecter l'autre qui est à côté de soi. Et donc, ça commence par là. Et donc, pour faire court, vous avez parlé tout à l'heure des élections de 2026. Il faut que chacun déjà comprenne que il y a des enjeux électoraux qui sont en cours, il y a des comportements que je dois adopter, il y a des comportements que je dois éviter, qu'on soit partisan ou non de telle formation politique ou de telle autre formation politique, on doit savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, il y a des actes qu'on ne doit pas poser, parce qu'en les posant, on peut énerver, on peut mettre en doute, en péril la paix. Et donc, il faut que, déjà au niveau de ces formations politiques, il faut qu'il y ait des sessions de formation qui montrent qu'il y a les enjeux qui sont là. Il faut que nous travaillions à instaurer la paix. Il ne faut pas faire du deux poids, deux mesures également. Dans beaucoup de choses, il faut donner la liberté de ton à tout le monde. Il faut permettre, je dis ça parce que si on prend le cas du Bénin, il faut donner à tout, il faut permettre de s'exprimer. Exactement, il faut permettre à tous les partis politiques d'avoir accès aux médias publics, par exemple. Il faut qu'ils soient de l'Union progressiste, je donne le cas du Bénin ou du bloc républicain, qu'ils soient des démocrates, il faut que les médias publics soient utilisés. Oui, non, je pense que il faut comprendre que le respect de la reconnaissance des droits au profit d'un compatriote est primordial dans un État. Et je continue en disant également que le respect de vos droits est une obligation, parfois qui sécurise même vos droits. C'est-à-dire que parce que je me dis, il faut que je sois candidat peut-être pour les prochaines élections, je dois, à travers mon comportement, à travers mes actes, à travers mes propos, d'agir en sorte de ne pas heurter la paix au point d'être privé de mes droits. Ce n'est pas parce que j'ai faim aujourd'hui chez moi que j'irai braquer la vendeuse de pain au Carrefour pour lui arracher sa marchandise. Ce n'est pas parce qu'on me dit, bon, j'ai la liberté de circuler et d'aller de venir que je vais me pointer à des endroits auxquels l'accès est quelque peu réglementé. Donc, quelque part, l'accomplissement, le respect de vos devoirs sécurise vos droits et vous permet, n'est-ce pas, de les décliner pleinement à l'occasion. Parce que la culture de la paix, qu'on ne se voile pas, ce n'est pas forcément un concept abstrait. C'est une culture, c'est beaucoup d'actes actifs que vous posez pour préserver l'environnement dans lequel vous vivez. Il a rappelé le co-débatteur.
votre liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Ça veut dire que, naturellement même, je pense que ça doit provenir de Montesquieu ou je ne sais pas. En tout cas, dès que vous posez un acte, vous devez veiller en sorte à ce que votre l'implémentation ou l'opérationnalisation, c'est-à-dire la mise en œuvre de vos droits, ne vienne pas empiéter sur le droit de l'autre. Donc, quelque part, il y a entre les humains ces rapports-là qui doivent être réglementés. Bien évidemment, l'État est déjà garant de la paix. Donc l'État a un rôle très important à jouer. Les acteurs politiques, en l'occurrence le chef de l'État, doit œuvrer à ce qui est la paix en promouvant ou en veillant à ce que les droits des uns et des autres soient reconnus et garantis. Parce que quoi qu'on dise, on l'a toujours dit, l'État est garant de la paix. Et qui dit l'État? Le représentant de l'État, c'est le chef de l'État et les gouvernants subsidiairement qui l'accompagnent dans la gouvernance du pays. Donc par rapport aux prochaines élections, il appartiendra à chacun de jouer son rôle. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont peut-être aujourd'hui bannis, qui ne pourront pas mettre en œuvre leur droit de vote pour avoir été privés de leur droit, justement parce qu'ayant commis des actes qui ont fait qu'ils sont déchus du droit de vote. Mais dans le même temps, il faudrait que les conditions soient aménagées pour que chacun puisse comme on le dit, voir la libre expression. C'est le vote du citoyen qui assure le bon fonctionnement de la démocratie. Et nous sommes dans... Bon, c'est vrai qu'en Afrique, nous résumons souvent la démocratie à l'expression du droit de vote, alors qu'il n'y a pas que ça. C'est très important. C'est beaucoup de choses qui entrent en les premiers piliers de la démocratie. C'est beaucoup de choses qui entrent en l'alternance, les élections à bonne date et bien d'autres choses. Absolument. Oui, Delphin. Oui, qui dit paix dit citoyen. Quelqu'un a dit la paix n'est pas une parole, n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Un obligé n'a pas un comportement, c'est un individu qui a un comportement. Votre caméra ou votre téléphone ne va pas quitter votre maison et aller dans la chambre à coucher de l'autre, aller filmer. Si vous n'êtes pas allé avec le téléphone, ça veut dire que c'est le citoyen, c'est l'individu qui se trouve être le vecteur principal ou le mobile. En tout cas, c'est à partir du citoyen que tout peut arriver. Il est vrai qu'on a dit la liberté d'expression, mais la liberté d'expression n'est pas égale à une liberté de diffamation, une liberté d'intoxication, une liberté d'insulte. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on a dit là où s'arrête votre liberté, commence la liberté de l'autre. Donc si chacun arrive à respecter ce qu'il a comme couloir, à respecter son chemin, c'est sûr qu'il y aura moins de difficultés. Parce qu'il est vrai qu'on a dit que l'absence de guerre n'est pas synonyme de paix, parce que l'harmonie, le manque de dialogue, le manque d'écoute constitue déjà un frein à la paix. Donc du coup, ce n'est pas parce qu'on ne se fait pas la guerre qu'on est en paix. Mais pour être en paix, ça dépend de ceux qui veulent faire respecter les lois et de ceux qui on veut faire respecter les lois. Parce que si vous prenez votre voiture et que vous traversez, vous violez un feu, vous avez quand même enfreint aux règles de la circulation. Mais le policier qui veut vous raisonner ou qui veut vous corriger, s'il vous donne un coup de matraque, c'est que lui-même il allait au-delà de ce que la loi lui a demandé de faire. Donc il faut que nous sachions raison garder et que ceux qui veulent aussi appliquer, parce que si quelqu'un se sent suffisamment fort pour imposer sa loi aux autres, c'est qu'on ne contribue plus à la paix, mais on contribue à la peur. Mais ce n'est pas la paix n'est pas égale à la peur. Il est vrai que quelqu'un a dit qu'il veut la paix prépare la guerre, mais moi je ne partage pas du tout cette assertion, parce que ça c'est une corruption psychologique et intellectuelle pour amener c'est-à-dire amener les industries d'armes à fabriquer suffisamment. Parce que si vous vous armez pour dire que vous êtes fort, il faut expérimenter. Mais pour l'expérimenter, il faut avoir un champ sur lequel vous allez expérimenter. Donc du coup, ça c'est une corruption quand on dit que préparer la guerre. Non, préparer la guerre, ce n'est pas avoir la paix. Ça c'est se mettre toujours en conflit, parce que vous allez vouloir mesurer votre capacité à l'autre. Donc du coup, je pense que ça c'est... Mais la seule chose est quoi? Est-ce qu'il faut que chacun arrive à savoir qu'il ne doit pas empiéter sur la liberté des autres. Le mensonge, c'est pour ça moi je dis
les gouvernants de demain auront plus de difficultés à gérer que les gouvernants d'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que l'âme de destruction massive que les gens appellent de l'autre côté nucléaire, il y a une autre âme qui est tellement trop dangereuse et qu'avant c'était limité, mais maintenant c'est à la portée de tout le monde. Avant c'était notre bouche. Donc du coup on arrive à cadrer, à enfermer les gens dans le coin. Mais aujourd'hui, ce que nous avons en main comme téléphone est une arme de destruction massive parce qu'aujourd'hui quelqu'un dans sa chambre peut balancer une information et ça va à une vitesse de croisière. Donc du coup, avant de corriger, avant de revenir, et le mensonge va plus vite que la vérité. Donc du coup, même si vous venez à rétablir la vérité, c'est que les premières personnes qui écoutent vont peut-être dire non, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous êtes venu dire ça et que vous êtes en train de corriger. Donc du coup, il faut que chacun arrive. Mais Omar Salou, vous nous avez dit que la paix sans le pain n'en est pas une. Pourquoi? Oui, pour le citoyen, la paix et le pain vont de pair. Il ne faut pas être... c'est pas parce que je suis un citoyen et je suis affamé et que je vais... Bon, plutôt, un citoyen affamé ne va pas forcément avoir la force de militer pour la paix. Il ne va pas avoir tout son sens, tous les sens qu'il faut pour œuvrer à asseoir la paix autour de lui, dans sa communauté. Et donc, il doit tout faire pour avoir l'essence qu'il faut. Oui, vous savez, lorsque vous êtes dans une communauté, il y a des lois que vous devez respecter même si vous avez faim. Oui, un citoyen frustré parce qu'il n'a pas la possibilité de travailler. Il a bien envie de travailler, mais les conditions ne sont pas favorables à ce qu'il travaille. Et pas forcément exercer le métier qu'il a appris, mais qu'il ait quand même la possibilité d'exercer un métier, d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent et de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Si ces conditions-là ne sont pas garanties, si ces conditions ne sont pas réunies, il aura du mal à s'intéresser à toute théorie ou à toute littérature ayant rapport à la paix. Et vous allez venir lui parler des principes de la paix, du concept de la paix, mais il ne va pas vous écouter. Il ne va pas vous rentrez dans votre démarche parce que lui, il est justement, préoccupé. ça n'apporte pas la solution au problème qu'il vit. Et justement, mais il faut qu'il soit moins stressé, il faut qu'il soit dans la capacité d'écouter. C'est comme quelqu'un, excusez le thème, que vous voulez évangéliser, mais qui n'a pas la présence d'esprit, qui n'a pas tout l'esprit qu'il faut pour écouter la parole que vous lui avez apportée. Il ne va pas être présent à 100%. Et dans cette période turbulente que nous sommes en train d'aborder, il faudrait véritablement que les pouvoirs publics, les associations, les partis politiques travaillent à ce que le citoyen soit à même d'être à l'écoute de ces propos-là, de ces concepts, de tout ce qui entre en ligne de compte pour la préservation de la paix. Alors vous parlez là de la promotion de la paix, comment faire? Non, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a une méthodologie? Non, la méthodologie, vous savez, les gouvernants doivent travailler à créer les conditions favorables à l'emploi ou à l'insertion professionnelle des citoyens. Mais il serait aussi prétentieux de dire que bon, aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir travailler. Il n'y a pas une marge de personnes. Le gouvernement ne peut pas contenter tout le monde, quelle que soit la politique que vous implémentez, que vous déclinez, que vous mettez en place. Il y a toujours des personnes où c'est toujours difficile d'assurer la couverture intégrale. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Maintenant, bon, celui qui a faim, il faut que la grande majorité ait accès à un emploi, que ce soit payé ou à l'auto-entrepreneuriat, même balayé quelque part pour avoir gain de cause pour ses besoins. C'est déjà intéressant. L'essentiel, c'est que l'État œuvre déjà à l'instauration de la paix. Vous savez, la paix est une denrée et qu'on apprécie véritablement dès qu'on la perd. C'est-à-dire que si l'État fait en sorte que les conditions de paix sont garanties, eh bien chacun, où l'investissement est attiré de part et d'autre, où vous êtes dans un pays où les concours sont organisés de façon crédible et en permettant à chaque citoyen, même aux enfants des plus pauvres, l'égalité de chance à tout le monde. Je pense que ça là déjà, ça restreint les frustrations
et ça permet quand même aux citoyens qui ont le mérite, n'est-ce pas, de postuler à des postes, eh bien d'avoir la garantie, d'avoir la paix. Maintenant, vous voyez, la paix, le pain n'est pas, ou bien la paix n'est pas que le pain. Il est vrai que c'est 4 mots, mais ne signifie pas la même chose. Parce que si vous mangez à votre faim et que vous pensez que demain un voleur viendra voler chez vous, c'est que vous n'êtes pas paix. Parce que la sécurité compte beaucoup. Si vous sortez de chez vous, vous êtes sûr qu'on va vous braquer, mais vous aurez beau avoir des milliards à la maison, mais vous n'aurez pas la paix. Donc du coup, la paix, c'est un idéal, c'est un concept, c'est un processus. Donc ce n'est pas un point où on dit, bon, on a atteint ce point. Même si vous atteignez ce point à un moment donné, il faut l'entretenir et pouvoir, c'est-à-dire ce sont des cases qu'il faut cocher. Donc du coup, on ne peut pas dire, ouais, il faut avoir la paix pour dire qu'on a la paix. Non, il ne faut pas avoir la guerre pour dire qu'on a la paix. Non, il ne suffit juste pas d'avoir juste même la sécurité pour dire qu'on a la paix. Donc c'est un ensemble de choses. Je vous dis, en 2019, nous n'allons pas faire l'histoire, mais en 2019, si nous faisons juste un retour dans le passé de 2019, nous allons nous demander, mais qu'est-ce qu'il y a de bruit en 2019? C'est juste le non-respect des tests que les gens se sont librement donnés parce que des gens ont contribué au vote. Ils ont même présidé au vote d'une loi, mais qui sont incapables de pouvoir être sûr de ce qui a été écrit dedans. De répondre aux dispositions, aux exigences de l'ETS. Et on est obligé à mentir, à mettre sur le compte de quelqu'un d'autre que c'est telle personne qui a fait ci. Or, c'est soi-même qui avait prévu dans son test de loi qu'il y a telle chose, mais après on a dit c'est telle personne qui l'a créé. Donc le fait de ne pas reconnaître même ces actes d'assumer sa responsabilité peut compromettre la paix. Donc du coup, ce n'est pas un point qu'il faut dire, on a coché cette case-là, et donc du coup, il y a la paix, ce n'est pas ça. Je pense que quand on parle de paix, il faut une certaine justice sociale, on va dire, pour parler véritablement de paix. C'est vrai que les éléments cités sont importants quand on parle de paix. Mais je dois vous dire que l'État, c'est nous tous. Mais on a choisi un pouvoir. Et le pouvoir, c'est peut-être le président de la République qui on a donné, ou la loi fondamentale, notre constitution, quand je prends le cas de Bénin, lui donne le plein pouvoir de mettre en œuvre une politique qui permet à ce que tous les citoyens se sentent libres, se sentent en paix. Et pour être en paix, il faut, comme l'a dit le chroniqueur, un minimum de bien-être, le pain. Pour être en paix, il faut de la sécurité. Il faut que quand je quitte chez moi pour aller au boulot, que je sois en sécurité, qu'un policier sur un coin de carrefour ne tire pas sur moi. Au-delà de tout ça, moi je pense qu'il faut quand même qu'il y ait que l'autorité que nous avons choisie, le pouvoir central, je vais dire ça comme ça, puisse mettre en place dans toutes les communes. C'est vrai que ça ne suffit pas. Le pain seul ne suffit pas, mais c'est l'idéal. C'est un idéal qu'il faut atteindre. Il faut quand même donner la possibilité à tous les jeunes, en mesure, comme l'a dit le chroniqueur, de travailler, d'avoir du travail. Parce que quand on est jeune... Et les occuper. Les occuper de... Enfin, il faut un travail dit. Parce qu'on l'a dit, on l'a rappelé à l'entame de l'émission, les droits et les devoirs du citoyen. Et pour payer mes tasses ou ma tasse, il faut que j'ai du boulot. Il faut que j'ai un salaire à la fin du mois pour pouvoir payer la tasse que l'État exige et que je dois payer. Parce que l'obéissance à la chose qu'on sait précise, c'est la liberté. Il a parlé des tests qu'on a votés, mais on ne voit plus les individus qui ont voté les tests, mais on voit l'ensemble. Donc s'il y a des situations désastreuses, on ne tient pas seulement à l'individu, on tient à tout, on prend tout le monde. On va pas cesser pour la promotion de la paix. On écrit tout le peuple. Et donc je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que l'État puisse arriver à mettre en place les conditions qu'il faut. Déjà au niveau de la base, il faut qu'au niveau de la cellule familiale, que le parent puisse avoir les moyens d'éduquer son enfant, de mettre dans l'esprit de son enfant la paix, la citoyenneté et tout ce qui va avec. Et qu'à l'école également, et qu'il y ait des enseignants. C'est une chaîne. Exactement. Le citoyen a besoin du pain pour participer davantage à enraciner la paix. Mais un peu comme pour dire, quand on dit que on dit ventre affamé, la pointe d'oreille. Ça ne veut pas dire, je voudrais préciser, je voudrais, excusez-moi, il faut que je précise, l'homme mangera à la sueur de son front. Justement, il n'y a pas cet état-là qui va descendre dans les localités. Déjà, si l'État fait en sorte... Mais vous n'arrivez pas à manger. Non, si l'État fait en sorte aujourd'hui, déjà,
qu'il y a la sécurité, qu'il y a un minimum d'eau potable dans des localités. Si l'État fait en sorte qu'au niveau des écoles, il n'y a pas de possibilité de faire grève aux enfants, ne restent plus à la maison à durée indéterminée, au point de compromettre leur chance de réussite aux examens. C'est déjà des chances qu'on vous donne de ce que, bon, mon enfant, au moins tout au long de l'année, il a stabilité, il ira à l'école, il n'y a pas de problème, le courant ne va pas intervenir. Maintenant, quand on installe aujourd'hui le PSU, le programme d'insertion des jeunes à l'emploi, et que c'est implémenté dans la plupart des communes de chez nous, et si quand je vois le Fonds national de la promotion de l'emploi, fait des tournées, sensibiliser les jeunes à longueur de journée, s'il y a des plateformes aujourd'hui en ligne où on peut s'inscrire pour poursuivre l'emploi, je pense que c'est un minimum, qui se fait. Maintenant, on ne peut pas dire que ça suffit. On peut demander à l'État d'intensifier les efforts, mais moi je pense que quelque chose est fait quand même pour donner des chances aux jeunes de s'insérer. Je voudrais préciser que quand on dit que le citoyen a le droit d'avoir le pain, ça ne veut pas dire que tu rentres dans la boulangerie d'à côté, tu vas prendre du pain sans payer. Si tu fais ça, on va te mettre quelque part aux frais pour que tu répondes de cet acte de braquage, de vol. Et donc, le pain dont on parle, c'est qu'on donne la possibilité aux citoyens honnêtes de travailler pour pouvoir se procurer le pain avec son propre argent. Et subvenir à tous ses besoins. À tous ses besoins. Le pain, ce n'est pas tout ce que nous consommons. Non, non. Il faut prendre le pain au sens large du terme. Dans cette période de 2025-2026 que nous sommes en train d'aborder, c'est tellement sensible qu'il faudra davantage éduquer les gens, qu'il faudra parler aux gens pour que, même avec les frustrations, qu'on essaie de se contenir. J'ose espérer qu'avec la pratique démocratique de 35 ans que nous avons eue, les populations, les citoyens ont compris que ce n'est que des jeux politiques et que, quel que soit le parti de l'un ou de l'autre, nous sommes dans une compétition électorale, compétition politique, et ça ne doit en aucun cas mettre en péril notre vivre ensemble. Ça ne doit en aucun cas causer du tort à l'un ou à l'autre. Merci, oui, très rapidement, on va boucler. Oui, je l'avais dit tout à l'heure que ce n'est pas des cases à cocher, simplement parce que une nation est constituée de plusieurs types de citoyens. Donc tous les citoyens n'ont pas les mêmes besoins. Il y a d'autres qui ont besoin d'une sécurité, il y a d'autres qui ont besoin du pain, comme il a dit, il y a d'autres qui ont besoin d'autres choses. Vous pensez qu'en Ukraine, que c'est le pain qui manque ou bien c'est autre chose qui manque pour que la Russie attaque? C'est peut-être la volonté de pouvoir montrer combien de fois on est fort, combien de fois on veut s'étendre, donc du coup en Syrie ce n'est pas la paix ou la sécurité qui ont fait la guerre pendant pratiquement 12 ans. Donc du coup la paix, ça dépend du besoin de chaque citoyen. Il y a des citoyens qui ont le pain mais qui n'ont pas la paix. Il y a des citoyens qui ont la sécurité mais qui n'ont pas la paix. Il y a des citoyens qui ont d'autres choses. Donc du coup c'est une quête perpétuelle. Merci beaucoup. Je pense que c'est, comme l'a dit mes co-débatteurs, c'est un idéal, comme la démocratie, la paix, la citoyenneté, tout ce qu'on veut, c'est un idéal. Il a rappelé 35 ans de marche démocratique, mais je pense que pour 2026 qui arrive, il faut que les acteurs politiques, parce que ce sont eux que nous voyons, ce sont eux qui sont souvent les déclencheurs, les vecteurs. Ce sont eux que les peuples suivent. Exactement, et que le peuple béninois n'est pas rancunier, le peuple béninois ne nourrit aucune vengeance, son destin est le sien et il veut simplement assumer ce destin. Oui. Gabin. Non, dire simplement à la suite de tout ce qui a été dit qu'il faudrait qu'on fasse l'effort de veiller à laisser transparaître cette image de berceau de la démocratie, même si cet attribut qui nous est collé depuis qu'on a organisé la conférence des forces vives de la nation est quelque peu perdu. Vous savez, la démocratie, moi j'ai ma petite idée dessus. Je me dis, c'est aussi un idéal, la démocratie. Et pratiquement, je suis tenté de rejoindre Jacques Chirac, qui a eu à le dire au travers d'un de ses discours, d'un de ses passages en Afrique, pour dire que la démocratie pour l'Afrique est quelque peu un luxe. Effectivement, parce que nous ne sommes pas totalement prêts à pouvoir vivre pleinement la démocratie. Si on est obligé, dans nos politiques, de sortir des expressions comme dictature de développement, d'imposer certaines pratiques, certaines réformes aux populations, malgré que ces réformes sont impopulaires à la limite, c'est parce que on se dit, ben, si on évolue, on suit la trajectoire qu'on s'est tracée depuis le début
puis on risque de ne pas avancer au rythme qu'il faut. Et je pense que objectivement, parfois, il faut faire bouger les lignes, il faut briser les côtes pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Rapidement, Monnier a dit le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique. Mais ce intellectualisme fait de mesquinerie, de méchanceté et de nature à freiner son développement. Donc du coup, il faut qu'on enlève un peu la méchanceté, la mesquinerie pour peut-être faire évoluer les choses. Merci à vous, Sergino Lokossou, Omar Salouf, merci bien. Et merci également à vous, Delphin Gangana, Gavin Goubilly, pour le débat citoyen que nous venons de mener sur ce plateau. La suite, on va donner la parole à quelqu'un, le citoyen, quelle est sa contribution dans la construction d'une société où règne la paix. Nous nous sommes tournés vers un des acteurs qui s'emploie avec son organisation à sensibiliser et à éduquer les citoyens. L'œil de l'expert reçoit donc depuis Paris Michael Dossou, il est secrétaire général de l'ONG Nouveau Type de Citoyens sur la question. Un citoyen, c'est un membre d'un État ou une personne qui est établie sur un territoire, jouissant des droits civils et politiques, dont le droit de vote, la liberté d'expression, et assumant ainsi derrière des devoirs qui sont des obligations de respecter les lois, de payer des impôts. Et être un citoyen, c'est se montrer responsable, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie publique. C'est aussi des devoirs envers les autres citoyens, tout comme lui, en manifestant l'esprit civique et en agissant dans l'intérêt de son État, de sa ville, de sa communauté et en défendant sa cause. Le concept de la citoyenneté est le fait pour un individu ou un groupe d'individus d'être reconnus officiellement comme des citoyens, c'est-à-dire des membres d'une cité, d'une ville, d'une communauté, précisément aujourd'hui d'un État, c'est-à-dire des gens qui ont une nationalité. Et la citoyenneté implique la participation active à la vie collective, comme le prévoit d'ailleurs la Constitution du Bénin. Le principe de la citoyenneté est donc de permettre aux individus de participer à la vie de leur pays, de leur communauté ou de la ville dans laquelle ils se situent. Cela passe naturellement par cette possibilité-là que ces personnes ont, en fonction de leur statut, de voter pour choisir les représentants qui parlent au nom de ceux-ci et pour donner leur avis sur toute décision politique qui concerne la vie dans cette communauté-là. En gros, pour résumer, c'est que la citoyenneté est donc ce concept-là qui réunit des droits et des devoirs relatifs à un milieu, à une ville ou à un État. C'est le fait d'avoir une appartenance civile ou politique et d'être reconnu comme un membre ou comme un individu appartenant à cet ensemble. Malgré la mondialisation, la citoyenneté béninoise reste ancrée dans ses valeurs locales, notamment ces valeurs qui nous caractérisent à travers la solidarité, le respect des lois, le respect des uns et des autres, le respect des aînés, et s'adapte au fur et à mesure aux enjeux globaux dont l'arrivée du numérique, les impacts du changement climatique, etc. Mais aujourd'hui, la compréhension même de cette citoyenneté et de son impact ont évolué durant des siècles, puisque beaucoup de personnes se disent aujourd'hui citoyens du monde. Ainsi, cette citoyenneté béninoise se trouve à la croisée des chemins de plusieurs défis, à la fois des défis locaux et des exigences globales liées à la mondialisation. La citoyenneté nationale est donc importante car elle permet à tous, peu importe d'où la personne vient, d'accéder à des droits civils, politiques et sociaux comme l'accès à l'éducation, la sécurité sociale et d'autres services publics. Donc, ainsi, le Bénin reste techniquement un état de droit de ce fait que le Bénin aujourd'hui continue d'assurer des droits et des devoirs à ses citoyens en garantissant une certaine stabilité sociale et politique. Par ailleurs, la citoyenneté, autrefois uniquement liée à un État-nation, s'étend au fur et à mesure que le monde évolue au-delà des frontières béninoises. Et en particulier dans le cadre
de la coopération régionale ou dans le cadre des coopérations internationales. Et les citoyens béninois ont désormais accès à une information mondiale qui peuvent influencer à la fois les débats sur les questions globales, les questions liées aux droits humains, l'environnement, la technologie émergente et même la politique interne. Et on remarque aujourd'hui qu'il y a des gens d'autres contrées qui se réclament citoyens béninois, ce qui a même d'ailleurs poussé nos gouvernants à voter une nouvelle loi accordant la nationalité à des afro-descendants, sauf qui n'ont pas le droit de vote. Cet exemple démontre que la citoyenneté a été aujourd'hui impactée par cette globalisation du monde qui fait que le citoyen n'est plus seulement quelqu'un qui relève ou qui est né dans un État, dans un pays ou sur un territoire, mais c'est également cette personne-là qui est établie sur un autre territoire, mais qui décide de respecter les devoirs qui lui incombent et également pouvoir profiter de ces droits-là en tant que citoyen. Si l'on se réfère déjà à ce qui est dit précédemment, on peut aisément répondre par la négation. La citoyenneté est une question d'appartenance. C'est également une prise de conscience. C'est aussi une question d'éducation, de patriotisme, de valeurs, de droits, de devoirs et d'intérêt général. Mais agir compte aussi, puisque il ne suffit pas juste de réclamer des droits, mais il faudra aussi agir. C'est ce que nous faisons, par exemple, au mouvement Nouveau Type de Citoyens, à travers nos programmes d'éducation citoyenne et de participation citoyenne, en donnant les outils aux citoyens de pouvoir exprimer ce droit-là et aussi de répondre aux devoirs qui leur incombent. Naturellement, oui. On n'a même pas besoin de discourir là-dessus. Mais déjà, il faut commencer par comprendre le concept de la paix qui se base sur le respect mutuel, la non-violence, le dialogue, la justice et l'inclusion. Et étant donné que la citoyenneté encourage la participation active des citoyens à la vie sociale, donc la vie en commun, et politique, et promeut beaucoup le patriotisme, les citoyens engagés sont enclins à défendre les principes de la paix. La citoyenneté permet donc ainsi de créer un environnement où les valeurs démocratiques, notamment le respect des droits humains, la non-violence, sont protégées. Et lorsque les citoyens connaissent et exercent leurs droits, tout en respectant ceux des autres, cela renforce la justice sociale et donc directement la paix. Nous avons la grâce d'avoir une société démocratique et surtout pacifique. Les Béninois à travers le monde sont reconnus par cette manière d'être tellement simple et pacifique en toute situation. Et qu'on le veuille ou pas, la paix reste un comportement que nous observons dans toutes les régions du Bénin, même si des tensions et des conflits ne sont pas de pourcentage zéro. Et construire une culture de la paix ou la renforcer, c'est pouvoir éduquer les citoyens actifs et engagés. C'est également promouvoir une gouvernance où chaque citoyen se sent vraiment utile, impliqué et respecté. Et notre mouvement n'est pas le seul acteur dans ce sens. Nos gouvernants également y participent. Et la solution aujourd'hui est d'avoir de nouveaux types de citoyens qui sont bien éduqués, qui sont très impliqués pour une paix durable dans une société comme la nôtre et même dans le monde entier. Puisque s'il y a la paix chez nous, il y aura la paix aussi dehors. Puisque la paix, je pense pour moi, la paix, elle est contagieuse et tout le monde veut être en paix. Donc, l'éducation à une citoyenneté enseigne aux individus non seulement des valeurs démocratiques, mais aussi des compétences en matière de gestion de conflits, de négociation et de coopération. Et à travers l'engagement citoyen, les individus peuvent jouer un rôle actif et un rôle primordial dans la prévention des conflits et dans la création d'une société pacifique, tolérante et équitable. Et aujourd'hui, trois actions restent essentielles
à mon avis, pour pouvoir maintenir cette culture de la paix? La première des choses, c'est l'éducation dès l'enfance. Il faudra mettre en place des programmes scolaires sur la tolérance. Il faudra également faire l'initiation aux objectifs de développement durable, ce qui est très capital. La deuxième chose, c'est pouvoir impliquer les leaders à tous les niveaux de la communauté. Et des activités de sensibilisation contre l'extrémisme restent des activités sur lesquelles il faut mettre beaucoup de lumière, sur lesquelles il faut mettre beaucoup d'accent, sur lesquelles il faut vraiment investir. Et la troisième chose, c'est de pouvoir appliquer des lois inclusives. C'est très capital puisque si nous sommes tous d'une communauté, nous appartenons à un territoire, nous appartenons à un bien commun ou à des réalités, à des valeurs communes, et qu'il y a des lois qui ne mettent pas tout le monde ensemble, alors là, on ne cultive pas la paix dans ce sens-là. Donc, il est très important, il est plus que même capital et vital de pouvoir appliquer des lois inclusives dans notre pays. Eh bien, nous sommes en toute franchise à partir de cet instant sur le grand rendez-vous avec nos invités, deux en plateau. Ardent Dianotin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian. Merci de m'inviter sur votre plateau. Merci également d'être présent. Vous êtes chercheur en humanité, vous êtes prêtre du FA. Oui, qu'est-ce qu'on peut comprendre par chercheur en humanité? Chercheur en humanité classique, pour être plus précis. Oui. On n'entend pas chercheur en humanité classique, quelqu'un qui va aux essences premières de son histoire pour témoigner de la connaissance scientifique des peuples dont certaines nations justement rejettent à tort l'histoire. C'est à ça que servent les humanités. D'accord, et de surcroît, vous êtes également prêtre du FA. On va voir la liaison avec la culture de la paix tout de suite. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Et puis notre consultant, Dr Boga Koupaki, merci d'être là. Vous êtes historien, observateur, vous êtes analyste. Alors, quelle est votre perception, et ma question s'adresse à vous, de l'engagement citoyen? Bonjour Christian, bonjour cher ami Ardent, exactement. Oui. Je pense que le concept a évolué. Le concept de citoyen, de citoyenneté sont deux expressions complémentaires qu'il faut véritablement chercher à comprendre et même aller dans l'épistémologie lorsque nous partons dans la Grèce antique. Qui renaît d'une certaine façon ce qu'on appelle ou celui qui a le statut de citoyen, celui-là qui devrait véritablement jouir d'un droit en tant que citoyen, et celui-là qui devait se retrouver entre liberté, entre devoir, entre droit, entre vote, entre même la nationalité. Lorsqu'on arrive à décrypter tous ces éléments, on se remet dans ce que nous appelons l'environnement humain, que le citoyen, c'est celui-là qui appartient à une cité, c'est-à-dire une communauté, pour aller loin, une société, pour parler d'un pays, d'une nation, et qui vraisemblablement a des engagements, a des règles, a des atouts, et aussi se confond dans ce qu'on appelle existentiellement la réalité, d'accord, d'appartenir, puisque on peut naître citoyen, on peut venir, d'accord, en tant que citoyen, on peut également avoir la nationalité après d'un pays ou d'une nation qui vous donne encore la posture ou également ce que nous appelons l'élément fondamental de citoyen appartenant à une cité. Alors, quel est, de votre côté, vous qui êtes chercheur en humanité classique, vous qui êtes prêtre du FA, est-ce que c'est la même perception que vous avez du citoyen, de la citoyenneté? Merci, M. Christian. Je vais commencer par définir le citoyen selon nous, notre vision épistémologique.
Le citoyen, c'est celui qui accepte répondre aux exigences que lui confère la nationalité qu'il possède. Donc vous disposez d'abord d'une nationalité et c'est cette nationalité qui confère votre statut de citoyenneté parce que votre statut de citoyenneté est lié à la maîtrise de la constitution de votre pays. Parce que si vous ne maîtrisez pas la constitution d'une nation, comment est-ce que vous pouvez vous engager vis-à-vis de cette nation ? Donc le problème de l'engagement citoyen se pose au niveau des nations qui ont adopté des langues étrangères comme principale langue officielle. Et donc les citoyens ne sont pas informés par rapport aux lois qui les gouvernent. Et ça pose un véritable problème d'engagement parce que si je ne sais pas là où nous sommes en train d'aller, comment est-ce que je vais m'engager dedans ? Combien de Béninois... La non-compréhension de la langue, la langue qui pose problème. Voilà, donc il y a déjà le problème de la langue, déjà pour les non-alphabétisés, et il y a le problème de la langue pour les alphabétisés qui ne comprennent pas ce qu'ils disent en français. Il y a beaucoup de personnes qui parlent français sans comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler de certaines lois que les gens étaient incapables d'expliciter convenablement, justement parce qu'ils ne sont pas éduqués sur le point de la lecture épistémologique des lois, des sciences juridiques. Donc déjà, nous sommes doublement embrigadés dans une impasse parce que dans un premier temps, la Constitution qui est censée gouverner la compréhension et donc l'engagement de notre citoyenneté n'est pas dans une langue accessible à tous les Béninois pour leur permettre de s'engager véritablement à être des citoyens. Et dans un second temps, ceux qui sont censés être justement les acteurs censés apporter l'information à cette population ignorante et expliciter les tenants et les aboutissants de la Constitution pour leur permettre de les suivre aussi s'égarent. Donc ça fait que tant qu'on n'assoit pas une vision d'une cohésion sociale au-dessus des enjeux politiques, on ne pourra pas avoir l'engagement citoyen que nous recherchons. Voilà, j'allais vous faire la question. Est-ce que vous êtes également chercheur? Oui, pas totalement. Je ne suis pas d'accord avec mon ami quand il dit qu'on arrive, c'est après la connaissance des tests qu'on a le statut de s'engager. Le statut de citoyen d'abord. Oui. Lorsque vous venez d'un pays qui vous donne votre nationalité, vous êtes un citoyen de ce pays. Maintenant, vous pouvez être un mauvais ou un bon citoyen à partir de la culture basique, à partir de l'éducation traditionnelle, à partir de l'éducation moderne qui cause problème d'ailleurs, mais lorsque nous rentrons dans la conception même de la thématique, nous retrouvons que, et puisque je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir la nationalité après pour se retrouver dans le statut du citoyen, mais lorsque vous avez le statut déjà, d'accord, le problème ne se pose pas. Maintenant, la raison fondamentale, est-ce que vous êtes arrivé véritablement à respecter les devoirs qui régissent la société, parce que la nature elle-même a ses exigences, le bon sens. On n'a pas besoin de faire le droit pour comprendre que le droit c'est le bon sens, d'accord? Et notre société traditionnelle, où nous avions véritablement, avant même la pénétration coloniale 1894-1895, il y avait déjà les entités traditionnelles, je veux parler de nos royaumes, je veux parler de nos entités sociales, il y avait déjà ce qu'on appelait une forme d'architecture organisationnelle, et il y avait des ministres de la justice. Donc du coup, il y avait véritablement le statut. Et puis, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'éducation moderne, d'accord, la culture qu'elle a apportée nous permet de sauvegarder la culture antérieure qui est la nôtre pour pouvoir dire en quoi on est aujourd'hui bon ou mauvais citoyen. Merci. Je voudrais faire une petite nuance au niveau de mon explication. Ce que je disais, par exemple, quand vous prenez une république, tout le monde n'est pas détenteur d'une pièce d'identité. Il y a des gens qui ne ressentent le besoin d'aller vers une pièce d'identité que lorsque ça s'impose à eux. Sinon, il y a beaucoup de Béninois encore qui sont démunis d'une pièce d'identité. Il y a des gens qui sont au Bénin mais qui ne savent pas qui dirige le Bénin parce qu'il y a des zones qui sont éloignées. C'est de l'ignorance personnelle. Voilà. Donc, non, au fait, à partir du moment où vous n'intégrez pas
c'est comme si on demande à quelqu'un, on veut évaluer le niveau en français d'une personne qui n'a pas été à l'école et on se moque de cette personne. C'est normal que cette personne parle mal le français parce qu'elle n'a pas été instituée dans un cadre légal pour apprendre convenablement à parler le français. Maintenant, pour en revenir à ce qui existait d'antan, c'est vrai que nous avions une identité. Mais quand on parle de citoyenneté, c'est un thème occidental qui rattache à la vision politique. Parce qu'il faut comprendre que nous avons épousé une norme de la mondialisation. Puisque nos peuples, à eux tout seuls, ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Vous voyez, sinon, en termes d'engagement citoyen, si on va prendre le mot, nous avions une culture sociale qui nous permettait de régler nos problèmes par nous-mêmes, du moins les problèmes qui nous sont permis de régler, donc disposer d'une terre, faire de l'agriculture, asseoir l'autosuffisance alimentaire, nourrir sa femme, ses enfants, avoir recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. Mais la société évoluant a constaté qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et donc si on ne peut pas continuer, il y a de nouvelles règles qui sont rentrées en jeu et qui sont méconnues de la population d'essence. Oui. Vous voyez un peu. Donc ce sont sur ces règles que les politiciens sont censés nous conduire. Oui, là où le problème est rentré, le problème partira de là. Quand vous lisez, comment je l'appelle, Cellou Kouyaté Badian dans Sous l'orage, vous verrez véritablement que le problème qui se pose entre ces deux générations, d'accord, c'est le problème de l'école. L'ancienne génération dit à cause de l'école, la nouvelle dit grâce à l'école. Là où le problème est rentré, c'est pas l'école, c'est pourquoi je parle de l'éducation moderne, d'accord, mais là où le problème doit ressortir pour trouver solution, ça doit être encore l'école. Et l'école aujourd'hui doit pouvoir véritablement prendre en compte, et ce n'est pas aux citoyens, puisque la véritable question se trouve au niveau de ceux qui organisent, ceux qui dirigent et ceux qui participent à la vie même ou de la vitalité d'un pays. Et lorsque vous prenez le citoyen qui est là, et je l'ai dit tantôt, que le concept de citoyenneté a évolué. Quand vous prenez le traité de 92 et puis le traité de 97 à Amsterdam, vous avez constaté que le truc de citoyenneté réduite, d'accord, éducative, est venu aujourd'hui ce qu'on appelle la citoyenneté nationale. Donc du coup, il faut participer réellement pour parler de citoyenneté, mais vous avez déjà le statut de citoyen. Ne pas pouvoir répondre aux exigences est une ignorance. Et puis, nous avons toujours dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est pourquoi je suis parti du fait que même dans notre société traditionnelle, il y avait déjà des règles pour lesquelles les gens n'étaient pas prêts véritablement à assumer. Deuxième chose, il y avait d'autres règles qui appartiennent à notre éducation familiale, c'est-à-dire dans nos maisons, l'éducation de nos parents. Aujourd'hui, l'école, qu'est-ce que cela crée? Lorsque tu tapes un enfant aujourd'hui qui commet une faute dans la rue, c'est que ses parents peuvent porter plainte. Donc du coup, il y a ces questions de réticence vis-à-vis de certaines personnes où on oblige plus quelqu'un. La problématique essentielle reste pour moi l'engagement citoyen. Oui. Et par rapport à ça... Les citoyens béninois sont-ils des personnes engagées quand vous les observez, quand vous les regardez? Bien sûr, vous savez, c'est l'informel qui porte l'économie du Bénin. Donc si nous n'avions pas une population engagée, on ne serait pas en train de vivre de l'informel. L'économie béninoise dépend majoritairement du secteur informel. Donc il y a des gens qui ne serait-ce que dans leur volonté de s'autosuffire alimentairement à eux-mêmes s'engagent. Vous avez les émigrants aujourd'hui qui sont légion, c'est aussi une forme d'engagement parce qu'on ne croise pas les doigts pour attendre l'État, puisqu'on a dit il ne faut pas voler, il ne faut pas faire certaines choses. Donc, face à la précarité de certaines situations économiques, puisque tout ce que nous disons répond à un problème principal, c'est la démographie. Il y a des populations qui se sont accrues de façon exponentielle sans que certaines mesures n'aient été anticipées. Donc, par rapport à ça, il y a des nations qui ont anticipé sur la croissance démographique et qui sont allées coloniser des nations qu'elles estiment qu'elles peuvent, si leur croissance démographique n'est pas maîtrisée, venir perturber leur équilibre. Vous voyez? Donc à partir de cet instant, ces nations ont mis en place une vision idéologique pour ouvrir leur école dans nos pays. Et
citoyenneté nos identités selon leur vision. C'est à ça que c'est l'école. C'est fini. Je vous laisse finir, donc laissez-moi finir aussi. Donc, je dis, et ce que je dis, je le répète, je dis le citoyen ne peut s'engager que sur la base de ce qu'il comprend. Et pour qu'ils comprennent, nous avons une population aujourd'hui à plus de 60% analphabète. Il faut aller vers des structures de transformation sociale avec pour support nos langues. Nous avons des retraités, par exemple, qui ont fini de travailler, qui sont toujours à la maison, mais qui sont toujours aptes. On peut se servir de ces gens dans leur domaine de compétences spécifiques, ouvrir des centres de transformation sociale, parce que l'école n'est pas la seule solution, justement parce que l'école aussi est en train de montrer ses preuves. Aller vers les personnes de troisième âge qui ont eu le temps de cumuler des expériences par rapport à certaines situations, mettre en place des unités de transformation, les ouvrir aux catégories socio-culturelles qui sont marginalisées, soit par les informations, soit à travers leur statut social, soit parce que leur appartenance sociale est entachée. Donc il faut commencer par récupérer ces gens-là dans des centres, les sensibiliser à la citoyenneté, leur faire comprendre qu'en réalité l'État n'est pas extérieur à eux et qu'ils font partie intégrante de l'État. Et par exemple, lorsque l'État dit vous devez mettre les casques, c'est parce que l'État se préoccupe de leur santé, ce n'est pas parce que l'État veut les défier ou parce que l'État a besoin de ressources. Vous voyez, donc il faut dialoguer en profondeur. Vous savez, l'engagement, c'est comme dans une relation amoureuse. C'est vous demandez à une personne de vous suivre. Vous devez pouvoir convaincre profondément cette personne et ne pas vous prêter l'intention que cette personne est déjà suffisamment informée pour comprendre tout ce que vous faites. Participer à un plateau où on trouve que l'informel est la solution automatique. Je pense que je ne vais pas cautionner. Il a parlé de l'engagement. Exactement. Exactement. Puisque vous avez posé la question de savoir, vous avez fait la question de savoir, est-ce que les citoyens sont suffisamment engagés? Et puis, mon vis-à-vis dit que l'informel, que c'est ça qui fait développer l'économie béninoise, et puis c'est ça qui porte. Donc oui, je ne peux pas dire que c'est l'informel. L'informel, mais ils sont pour la plupart dans le secteur. Non, je veux même aller plus loin. L'informel, dans sa politique de lutte contre l'essence a été obligé de rencontrer les acteurs du PAIO pour dialoguer avec eux et aller vers une solution. C'est compte tenu de leur impact économique et social. Donc ce que je dis... Est-ce que vous avez fini? Oui. Puisque tout à l'heure vous étiez en train de dire que je vous coupe. Allez-y. Je suis déjà content que vous ayez dit à la fin, et même dans ma tranche de parole, que le chef de l'État a dû regrouper, d'accord, ceux qui sont dans l'informel de Payor pour parler avec eux, parce que ce n'était pas la meilleure option. Deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir, dans les statistiques, ces derniers moments, avec les morts, presque, avec surtout cette situation d'essence prélatée, et que nous sommes en train de dire. Vous voyez combien de fois nous avons des associations régies sur la loi de juillet 1901 qui travaillent, nous avons des ONG, nous avons des regroupements, nous avons des associations de développement, nous avons des associations qui parlent de l'engagement citoyen, mais personne ne veut écouter, simplement parce qu'on a sa propre vision. Dans un pays où vous avez dit vous-même que l'individu n'est pas extérieur à l'État, il est inclus dans son pays, à l'État. Quand on dit l'État, c'est tous les citoyens, d'accord, qui se retrouvent et qui travaillent pour le développement durable. Donc du coup, on ne peut pas reconnaître une portion des citoyens qui disent, eux, ils doivent faire ce qui leur plaît, ils ne doivent pas faire la règle, d'accord? Ce n'est plus le statut que nous voulons, si nous voulons le développement, si nous voulons nous devons véritablement accepter, accroître, d'accord, tout ce qui doit aller, tout ce qui doit converger vers le développement. Parce que quoi? Je l'ai dit tantôt, citoyen, oui, bon ou mauvais citoyen, la question se pose à ce niveau. Et l'éducation que nous devons inculquer aujourd'hui, l'éducation que nous devons rattraper, c'est de faire les choses de telle manière que la nation qui a ses exigences réponde favorablement. L'éducation familiale traditionnelle se retrouve et que la question de l'éducation moderne se pose toujours et on n'a pas besoin d'aller à ce niveau-là.
Oui. Je suis citoyen béninois. Et vous savez, moi, je suis un bon citoyen. Il y a le principe, je suis un très bon citoyen béninois. Il y a le principe de la gouvernementalité. Et c'est ça qui favorise l'engagement du citoyen. Le principe de la gouvernementalité. Donc, si vous voulez mesurer l'impact de l'engagement des citoyens au Bénin, vous devez d'abord vous mettre dans la tête des citoyens béninois. Et lorsqu'on dit que les citoyens béninois, est-ce que les citoyens béninois sont engagés? Je dis oui, pour la simple raison que le Bénin reste un havre de paix, même s'il y a beaucoup de tensions autour de nous. Regardez de quelle façon, de façon spontanée, lorsque notre population sent qu'il y a une situation qui peut mettre à mal la paix, regardez comment les gens s'engagent de façon systématique. Et regardez parfois, lorsqu'il y a un problème, les gens s'engagent pour que le problème soit résolu. Ça peut être désordonné, mais ça traduit une volonté d'un engagement. Et c'est le rôle de l'État de structurer, d'organiser. C'est comme si vous voulez faire une sauce. Vous n'allez pas mettre tous les condiments ensemble. Vous allez séparer la tomate et savoir que la tomate va servir principalement à avoir une quantité de sauce donnée et c'est la sauce tomate. Mais vous devez savoir que vous avez du piment et que le piment va catalyser le goût de la tomate, même si ça pique. C'est à vous de savoir que le piment pique et mettre le piment de côté. Vous êtes un bon cuisinier. Vous devez pouvoir synthétiser l'engagement parce que quand on dit engagement, ça englobe un ensemble de choses. Oui, mais lorsque vous... Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Ça engage un ensemble de choses. Et cet ensemble de choses, vous l'avez dit. Vous laissez de côté carrément le sujet. On permet aux téléspectateurs de nous comprendre. Oui, lorsque vous laissez carrément le sujet, je préfère que vous reveniez dans le sujet. On parle toujours de l'engagement. La première question reste, est-ce que les citoyens béninois sont des citoyens engagés? Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre en 2 minutes. Puisque lorsqu'on parle des citoyens béninois, on parle des citoyens béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, on parle de plusieurs ethnies qui sont appelés à vivre ensemble. Et qui ont le mode de vie. Et qui ont le mode de vie. Vous avez aujourd'hui, regardez un peu les zongos. Vous voyez la quantité de zongos qu'il y a au Bénin. C'est de l'informel, mais ça génère de l'argent. C'est des gens qui travaillent parce qu'on a dit que vous allez gagner votre pain à la sueur de votre front. Donc vous n'attendez pas l'État avant de travailler. Mais pendant qu'ils sont en train de faire ça... Mais je vous dis que le travail informel n'est pas bien. On ne doit pas... Personne n'est en train de défendre le travail informel. C'est ce que vous appelez... Nous sommes en train d'exposer une vérité de sa contribution. Nous sommes en train d'exposer une vérité dont nous devons nous baser, puisque nous avons une population analphabète. Je ne suis pas en train de soutenir l'informel. Je suis en train de présenter une situation dont la résolution va nous permettre d'évoluer vers un niveau supérieur d'engagement citoyen. Mais sans expliciter le problème convenablement, on ne peut pas le résoudre. On va aborder un autre aspect de nos échanges de ce soir. On parle de l'engagement citoyen, du citoyen, de son engagement. Alors, chez nous ici, qu'est-ce que le citoyen fait de la culture de la paix? Dr Boga Kopaki, est-ce que le citoyen est engagé également pour la paix, malgré les vicissitudes, les problèmes liés à son quotidien? Je pense que le Bénin d'abord a un esprit, le Bénin a un génie. Et les Béninois qui composent le pays sont également dans cette dynamique. Le Béninois a plus du fait pour sa famille, pour son enfant, pour son petit travail, pour son gagne-pain. Donc du coup, il ne voudrait pas que quelque chose arrive à gâcher ce minimum de revenus qu'il est en train de gérer par rapport à son quotidien. Donc du coup, il est important, comme je le disais tantôt, que nous avons des structures aujourd'hui qui travaillent pour quand même l'engagement à la paix et la culture de cette citoyenneté-là. Lorsque vous êtes un citoyen bon, vous travaillez à une citoyenneté exemplaire, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de participer activement à ce que nous appelons la consolidation, le vivre ensemble. Je n'aime pas la tolérance, mais je n'ai pas une autre expression pour dire la chose. Donc du coup, lorsque vous êtes dans un environnement et que vous êtes tolérant et que vous acceptez, vous retrouvez. Le Béninois s'accepte véritablement quand il commence par partager sa langue, quand il commence par partager telle chose, quand il commence par partager telle chose. Donc, il retrouve une certaine valeur auprès. Donc du coup, nous sommes une société
une communauté suffisamment mature, ça il faut avoir le courage de le dire, maturité dans le sens où nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin, et nous devons tout faire pour conserver, quelles que soient les haines, quels que soient les petits problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les rivalités, surtout politiques, que cela pouvait véritablement engendrer. Monsieur, à votre question, je réponds par un oui. Les Béninois sont engagés pour la paix et sont très engagés parce que le Bénin est un pays d'essence vaudou. Notre spiritualité, c'est le vaudou. Et c'est le Fa qui a accouché le vaudou. Le Fa est la mère de tout ce que nous avons comme entité vaudou. Et le Fa, c'est la paix. Donc, d'essence spirituelle, avant la colonisation, toute notre éducation est basée sur la culture de la paix. Le respect de l'autre, l'humilité. C'est pour ça que vous allez voir que dans la classification sociale, il y a les allégeances. L'enfant doit, quand il voit son père se mettre à genoux pour lui faire allégeance. Donc nous avons été initiés. Vous voyez, nous sommes une société d'initiation. Nous ne sommes pas une société d'école. Parce que dans l'école, on peut vous dire de faire quelque chose que soi-même on ne fait pas. Mais dans l'initiation, ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour être sûr, on prend serment que celui qui ne va pas honorer ce pourquoi il est en train de s'engager, c'est à ses risques et périls. Donc, depuis la nuit des temps, c'est pour ça que si on a la patience d'écouter mon analyse, on va comprendre ce que je suis en train de dire. Nous avons été éduqués à une première forme de citoyenneté, si je peux emprunter le mot, qui est basée sur la spiritualité vaudou. Et c'est ça qui a fait que nous avons eu des royaumes qui étaient régis avec le concours de la chefferie traditionnelle. Il a parlé des ministres de justice, tout ça. C'est eux qui constituaient le clergé de la gouvernementalité sociale. Parce que quand on dit citoyen, c'est quelqu'un qui a un esprit. Et tous les hommes ont des esprits spécifiques et chacun est réfractaire à son niveau. Donc quand vous voulez mettre en place des systèmes pour obliger le maximum de gens à vous suivre, vous devez tenir compte de la spécificité de l'histoire de chacun. Parce que moi je connais des régions où il y a de l'eau, mais des gens refusent d'aller prendre l'eau là parce que là où c'est, chez qui c'est, ils sont en contradiction avec ces gens-là. Donc l'État a bien fait d'amener de l'eau, mais c'est source de tension. Oui, alors tout ce dont vous venez de parler, le développement que vous faites là, quelle est sa contribution à la promotion d'une culture de paix, par exemple chez nous? Merci. Oui. Sa contribution à la promotion d'une culture de paix, c'est d'abord le fait que les prêtres IFA, jusqu'à preuve du contraire, reste le seul clergé chaque année qui consulte l'oracle du Fa pour savoir comment est-ce que nous allons faire pour vivre en paix au Bénin, qui fait des sacrifices et qui au moins vient dire publiquement, même s'il y a beaucoup de contradictions, même s'il y a beaucoup, qui vient quand même publiquement dire qu'il y a telle situation. J'en veux pour preuve le Tofa de cette année, le Polichetura Club Foubidi Yekou, qui a parlé de la guerre qui est à nos portes et qui a mis en garde nos forces armées sur la nécessité de resserrer nos frontières, sur la nécessité de ne pas trahir. Le Tofa est allé jusqu'à dire qu'il faut revoir l'âme défunte d'un des fils de ce pays qui s'est sacrifié au nom de la paix et qui est en train de se retourner parce que la situation pacifique dans notre pays est ébranlée. Donc c'est déjà ça. Avoir les informations qu'il faut avoir pour permettre aux dirigeants d'anticiper éventuellement sur ce qui doit venir. Alors, nous avons une culture, puisque je l'ai dit dans ma note introductive, cela concourt aujourd'hui à ce que nous ayons des citoyens de type nouveau. Avoir des citoyens de type nouveau, ce sont ces citoyens qui, au-delà d'être en face d'une éducation moderne, mais qui s'acceptent, d'accord, de l'authenticité, qu'ils avaient une culture, qu'ils avaient une identité et transcendent véritablement ce qui vient. Quand vous voyez aujourd'hui au Bénin, nous avons des intellectuels qui arrivent à avoir le courage aujourd'hui d'exprimer leur propre culture, de promouvoir, d'accord, la culture authentique, la culture traditionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous êtes engagé dans un environnement suffisamment culturel et culturel, vous êtes déjà un ambassadeur de votre potentiel culturel et notre culture nous autorise, nous accompagne et nous impose, d'accord, le bien-être social, le bien-être comportemental et le savoir-faire dans la société. Donc du coup, lorsque nous prenons un individu
qui est à l'état brut de citoyen, qui devient par la force des choses un bon citoyen et que nous avons un citoyen de type nouveau, nous avons donc l'obligation d'aller véritablement à des concessions, à la tolérance, à la paix, surtout que nous sommes en train d'aller véritablement en 2026 où nous avons les élections générales. C'est le moment plus que jamais, quelles que soient les obédiences politiques ou publiques, nous devons véritablement savoir que le Bénin est le seul pays que nous avons. Le Bénin doit être Monsieur Christian, dans mon introduction, justement, j'avais parlé de la langue, si vous vous rappelez. Oui. Quand on veut avoir un citoyen de type nouveau, il faut changer les programmes. Parce qu'un citoyen de type nouveau, c'est un citoyen avec des informations nouvelles qu'il ne possédait pas. Vous voyez, quand est-ce que je vais parler, si à chaque fois que je vais parler, vous m'arrachez la parole. Laissez-moi parler. Non, ce que nous disons, vous savez, je vous ai laissé parler pendant 5 minutes. Nous sommes dans une discussion. C'est surtout vous qui monopolisez la parole. Ce que nous disons, c'est vous qui monopolisez la parole. Ce que nous disons, il faut qu'il sache, c'est lui qui monopolise la parole. J'ai parlé de la langue au début. Très rapidement, puisque nous sommes... Bien sûr. Pour dire quoi? Un jour, je faisais un débat avec des jeunes et ils m'ont dit si on m'enseignait ces choses à l'école, je n'allais pas quitter les salles de classe. Donc, nourrir l'identité, l'économie c'est de l'histoire. Nourrir l'identité, une nouvelle identité dont nous allons être fiers, c'est commencer par nous apprendre nos essences dans les écoles. Commencer par nous enseigner la divinité au goût. Commencer par nous enseigner la divinité pour en faire des citoyens de type nouveau? Bien sûr, parce que vous savez, aujourd'hui, quand on dit que le Bénin est garant de paix, c'est parce que il y a dans les couvents des personnes qui se chargent de rappeler les exigences de la citoyenneté en langue. C'est ce qu'on nous apprend. On ne peut pas ne pas rappeler ici. On ne peut pas ne pas rappeler ici, paix à son âme, je veux parler du ministre Kouaro, qui allait en partance pour lancer officiellement, d'accord, la journée internationale des langues maternelles. Donc c'est pour dire quoi? On ne peut pas refuter ici que rien ne se fait dans ce sens. Je pense que le débat est loin d'être c'est les familles. Le Bénin n'est pas fermé, le Bénin doit être prêt au-dessus d'autres pays. Vous avez beaucoup de choses à dire. C'est de ça qui malheureusement est complètement parti. On reviendra sur ce plateau et continuer la discussion une autre fois. Toutes les nations, avant de s'ouvrir au monde, doivent d'abord se fermer. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous-même suffisamment, puisque vous avez dit tout à l'heure que le Bénin vous ne pouvez pas se base sur les réalités. Oui, mais malheureusement, laissez-moi parler. À chaque fois que j'ouvre la bouche, on dirait que vous êtes là pour vous opposer à tout ce que je veux dire. Même ça, vous me prêtez des idées. En fait, vous ne me laissez jamais aller au bout. Vous me prêtez des idées. Vous disiez des choses contre lesquelles j'étais en total. Mais il fallait aussi. Quand vous avez parlé de la Grèce antique, alors qu'on parle du citoyen béninois. Quelle information le citoyen béninois a de la Grèce antique? Mais puisque vous avez de la citoyenneté, vous avez voulu justifier la citoyenneté, vous n'avez cité que des exemples occidentaux. J'étais en courroux parce qu'on parle du Bénin, mais je ne vous ai pas compris. Monsieur Ardant Diamantin, je rappelle que vous êtes chercheur en humanité classique et vous êtes également prêtre du phare. Merci d'être passé sur ce plateau. Et c'est ainsi que se referme ce numéro du Grand Rendez-vous. Portez-vous bien. Au revoir.